Jean-Luc Mélenchon est l'invité ce soir de Preuve par Trois. Bonsoir, merci d'être avec nous. Député européen, vous militez en ce moment pour une 6e République et Michael Zamès de Public Sénat viendra nous expliquer un petit peu vos propositions institutionnelles. Il vous interrogera sur ce sujet. Catel Prigent de l'AFP, le partenaire de cette émission, viendra nous parler des élections départementales, de la gauche qui part divisée. Justement, sur ces élections départementales, Jean-Luc Mélenchon, à 3 semaines du premier tour de scrutin, une évidence s'impose, c'est le FN qui fait la course en tête et qui recueille pour l'instant un tiers des intentions de vote. Pour l'instant. Ceux qui ne l'auraient pas compris sont réellement obtus, car on leur répète depuis des mois. Donc en avant, je me demande même si ça sert à quelque chose de faire l'élection. On pourrait tout de suite faire le commentaire sur la victoire. Mais alors pourquoi la gauche est incapable d'enrayer cette montée du Front National? La gauche, de quoi parlez-vous? Ça ne peut pas être le Parti Socialiste. C'est lui qui crée le désordre économique, aujourd'hui parce que c'est lui qui est au pouvoir, mais avant c'était M. Sarkozy, et même motif, même peine. Bon, le principal pourvoyeur de voix du Front National, c'est ceux qui sont dans une attitude de servilité devant la Commission européenne et les politiques qu'elle impose à la France qui sont contraires à son intérêt. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, après, vogue la galère. Maintenant, ça fait quelque chose comme depuis le mois de janvier qu'on ne peut allumer une chaîne de télévision ou écouter une radio sans entendre du matin au soir le récit sur l'abomination de l'islamisme, que la France est un pays antisémite et nous devons... Donc ce sont les médias qui font monter le Front National ? Oui, bien sûr, ça joue un très grand rôle, parce que les médias sont un fait contemporain très important. Les gens construisent leur pensée à partir de ce qu'ils voient à la télévision, à la radio. Donc les médias ont une responsabilité, évidemment. Ensuite, il y a la responsabilité principale, c'est ceux qui créent la situation qui est favorable. Ça, c'est pas les médias. Les médias, eux, ils accompagnent le mouvement. Et puis, bon, pour l'instant, c'est une recette qui fait du buzz, quoi. On se fait peur, les petits bourgeois s'affolent. Bon, voilà, ça occupe. Mais le fond de l'affaire, c'est la politique. Ensuite, il y a le rôle, oui, des médias, de la machine à répéter du matin au soir. Et puis, il y a le rôle aussi des politiques. Peut-être de vous aussi, qui n'arrivez peut-être pas à rassurer et à attirer les électeurs français. Bien sûr, mais non, mais ça, nous sommes prêts. Donnez-moi, s'il vous plaît, le fouet que je me batte devant vous pour que vous ayez la satisfaction. Non, c'est pas comme ça que l'affaire se présente. Dans les grandes périodes de crise, les protagonistes vont, se cherchent, et là où est la confusion est le vide. C'est-à-dire la confusion crée l'effondrement. Et la clarté, non. Alors, Madame Le Pen est dans une attitude extrêmement claire. Elle est en train de siphonner les voix de la droite. Et à partir de là, le front que l'on pourrait y opposer, qu'on nous propose, ne tient pas debout. On nous dit, il faut faire l'unité. Alors, l'unité nationale. Voilà. Tout ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'à faire ça et on aggravera encore les choses. Parce que ça revient à faire en quelque sorte deux camps. Ceux qui protesteraient, ce serait le Front National, et ceux qui seraient d'accord avec le système, ce seraient tous les autres. D'ailleurs, quand les socialistes nous parlent à nous d'unité, ils ne nous disent pas, pour faire l'unité, nous allons changer ceci ou cela, nous n'allons plus faire la loi Macron, nous ne ferons pas telle ou telle loi antisociale. Non, ils nous demandent de nous taire et de nous mettre en rang derrière eux. Outre que ce n'est même pas imaginable, mais ça ne servirait strictement à rien. On va reparler de ces élections départementales dans la deuxième partie de l'émission avec Catel Prigent de l'AFP. C'est déjà bien d'en parler, parce que personne n'est au courant qu'il y a des élections départementales. Le pouvoir fait ce qu'il faut pour créer les pires conditions. Alors on va consacrer tout à l'heure justement 10 minutes, une dizaine de minutes à ces élections départementales. Parlons de l'Europe, puisque vous êtes député européen. Oui. Est-ce que c'est l'Union européenne qui a sauvé la Grèce, qui va donc rester dans la zone euro? Non. L'Union européenne a saccagé la Grèce, l'a humiliée avant, c'est-à-dire que lorsque la crise s'est déclenchée avec le gouvernement du PS de Georges Papandréou, qui s'est immédiatement soumis aux injonctions du marché, le pays a été dévasté, on lui a appliqué 10 plans d'austérité, la situation ne s'est nullement améliorée, elle s'est aggravée, la dette a augmenté, les souffrances sont telles que personne ne les imagine. Augmentation de la mortalité infantile, augmentation du suicide. Le pays est saccagé. Et il a perdu 25% de sa capacité à créer de la richesse chaque année. Donc le pays est dévasté. Bien, maintenant, nous avons obtenu dans la rencontre de l'Eurogroupe et avec le Conseil de gouvernement, la Grèce a obtenu un délai de 4 mois. Pour respirer. Elle l'a fait dans des conditions extraordinaires de sang-froid. Parce que M. Schäuble, surtout pour trouver un compromis entre les promesses de campagne et puis les volontés aussi de l'Union européenne. Oui, le compromis qu'a fait le gouvernement grec, c'est le compromis maximum. Il a dit nous acceptons, nous reconnaissons la dette. C'est déjà pas mal. Nous acceptons de la payer. Mais
nous demandons à être maîtres de la politique pour répondre à cet objectif. C'est-à-dire que nous ne croyons pas, dit le gouvernement grec, et je lui donne raison, que c'est par l'austérité qu'on va arriver à régler le problème de la dette. Parce Certains que s'il y a parlent pas de capitulation d'Alexis Tsipras. Oui, j'ai vu ça, il y a des journaux qui ont dit ça, mais bon, c'est pas très, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la façon avec laquelle les Grecs comprennent ce que fait leur gouvernement. Et pour l'instant, dans les enquêtes d'opinion... Ça n'a pas d'importance, mais vous pensez qu'il a cédé à l'Union européenne, aux institutions, comme on dit maintenant? Je ne vois pas ça comme ça. Mais je trouve que le terme capitulation correspond à deux intérêts. Les gauchistes, qui ne sont jamais contents de rien et trouvent que c'est jamais assez, et puis toute la droite qui a pris peur de voir un peuple se dresser, faire une politique contraire, et il fallait à tout prix donner l'idée que personne ne peut rien contre ça. Et d'ailleurs, un homme aussi détestable et méprisable à mains égards que M. Schäuble, avec tout le sadisme... Le ministre des Finances allemand. Oui, c'est ça. Le ministre des Finances allemand a dit à la fin « Ah ben j'attends de voir ce qu'ils vont expliquer à leurs électeurs ». Parce que pour lui, ça le faisait jubiler de voir qu'on peut humilier un pays. Vous savez qu'il nous appelle le Club Med en parlant des pays du sud de l'Europe. Donc non, moi je ne pense pas... Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un bon point à décerner à Angela Merkel qui finalement a cherché un compromis avec la Grèce alors que son opinion publique est de plus en plus hostile? Non, je ne suis pas du tout d'accord pour lui donner un bon point. Je pense que l'Europe tout entière est malade de la politique allemande, ce qui va se traduire et se voir de plus en plus clairement. L'Allemagne, le gouvernement allemand est une sorte de poison pour l'Europe. Il inflige à tout le monde une politique qui est sans doute bonne pour l'Allemagne, mais n'est pas bonne du tout pour les autres peuples d'Europe. Elle a au contraire, elle a joué un rôle qu'on connaît qui est assez classique. Elle a lâché Schäuble, qui s'est comporté d'une manière tellement odieuse qu'il ne pouvait plus être dans la même pièce que M. Varoufakis, le représentant grec, le ministre des Finances. Qui lui-même a énervé d'autres ministres des Finances européens. Donc, eh bien, vous avez l'air d'être bien informé. Moi, ce n'est pas l'information que j'ai. D'accord. Je pense qu'un ministre qui vient défendre un pays qui représente 2% de la richesse seulement, qui est dans un état si misérable, mérite de la considération, surtout quand le peuple vient de le désigner. Donc, vous avez l'impression qu'il a été regardé un petit peu de haut, le nouveau ministre des Finances? Il a été regardé de haut, il avait très peu d'alliés. Je pense qu'il n'en avait quasiment pas. Les Français étaient les mieux disposés parce que ce n'est pas l'intérêt de la France que de voir humilier la Grèce, mais il a été très isolé et il a fait un magnifique travail. Ils ont obtenu 4 mois de délai. Maintenant, je vais vous dire, si au bout de 4 mois, Madame Merkel, M. Schäuble et les pays vassaux de l'Allemagne décident... C'est-à-dire tous les autres pays de l'Union européenne? Non, pas tous les autres. Bon. Ceux qui ont des dettes et qui dépendent du marché, et ceux qui sont à l'Est, qui sont tous vassalisés. D'après moi, c'est une thèse économique que je pourrais développer devant vous, mais tous ces gens-là décident quelque chose qui n'existe pas dans les statuts européens, qui est de chasser la Grèce de l'euro. Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Parce que je crains que ceux qui ont pris l'euro comme monnaie de réserve, je pense aux Chinois, je pense aux Russes, apprécient assez médiocrement le fait que la zone euro soit une zone à géométrie variable. À partir du moment où un pays, fût-ce un seul, sera éjecté, il y aura un doute sur la validité de la monnaie unique européenne. Et à partir de là, ce sera le début de la fin. Alors la France aussi est dans la seringue, si on peut dire, puisque Bruxelles serre la vis et exige un effort de redressement structurel important maintenant pour la France. Vous dites fini l'indulgence? Non mais, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est cette bande de marioles qui prend des décisions à la place du peuple français? Enfin, tout ça, il n'est pas sérieux. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette politique d'ajustement structurel? Ces politiques ont échoué dans toute l'Amérique latine. Maintenant, ils ont fixé... C'est une politique qui marche, par exemple, en Allemagne. Non, elle ne marche pas, madame. En Allemagne et en Espagne aussi. Non plus. En Espagne... Vous avez vu les derniers chiffres du chômage en Espagne? Mais madame, si vous prenez quelqu'un que vous avez laissé mourant, et tout d'un coup, il prend un verre d'eau, vous dites « Ah, ça va mieux », il bouge. Ce que nous voyons, ce sont les spasmes à l'intérieur d'une agonie. L'Espagne ne se relèvera pas. L'Espagne n'est pas en train de se redresser. L'Espagne ne peut pas se relever. Personne ne peut se relever avec une politique pareille. Meilleure prévision de croissance pour cette année, l'Espagne. Pardon? Europe. Meilleure prévision de croissance en Europe. Ça veut dire combien, chère madame? Combien? Je n'ai plus les chiffres en tête, mais un des meilleurs taux. Mais je vais vous les dire, c'est normal, vous ne les ayez pas forcément en tête. Ça va être du quoi? 1%, 1,2%, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est toujours mieux. Ah voilà, et ben voilà, vous vous contentez de peu, pas moi. Moi, j'ai affaire à un grand peuple, les Français, 65 millions, ils ont besoin de travail. Tous les ans, nous avons 600 000 jeunes. Donc il faut dire non à l'Europe? Non, et pas faire les réformes structurelles qui sont demandées, notamment par le commissaire européen français, Pierre Moscovici.
Oui, ben Pierre Moscovici, un coup il est d'un côté, un coup il est de l'autre. De toute façon, à chaque fois, c'est des désastres. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir l'affaire. C'est pas dire non à l'Europe, c'est dire non à cette politique européenne et à ces traités européens. Est-ce que vous vous rendez compte de la monstruosité qu'a dit M. Juncker en disant il n'y a pas de vote démocratique contre les traités européens? Ça s'appelle... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États maintenant ont une souveraineté limitée. Vous avez le droit d'être d'accord et de dire c'est la politique allemande est géniale, mais moi j'ai le droit de dire je ne veux pas de ça pour mon pays. Mon pays est libre, il doit être indépendant et je suis prêt à partager avec les autres les responsabilités, mais pas au point de subir leur prétendue politique d'ajustement structurel, qui est une catastrophe économique. Ça ne marche nulle part. Et quand vous me dites « Ah oui, mais ça marche en Allemagne », je vous réponds « Non, il y a 15 millions de pauvres en Allemagne, qui est le pays le plus riche de la zone euro. Ça n'a l'air de choquer personne. Vous avez des gens qui sont obligés de travailler à 1 euro de l'heure. Ça n'a l'air de choquer personne. Donc, quand même, commençons un peu à prendre du recul sur cette situation et arrêtons d'admirer ce qui n'a rien d'admirable. D'abord, si les Allemands payaient eux-mêmes leurs dettes dans l'histoire, ça changerait beaucoup l'histoire du continent. Ils ne le font jamais. Ils ne connaissent que les coups de force et l'esprit de système. Ils n'ont aucune souplesse pour comprendre que si on continue comme ça, nous allons à une catastrophe majeure. Et vous m'interrogerez sur bientôt, ça sera, est-ce que la poussée du mouvement xénophobe en Allemagne va gagner? Eh bien, je vous réponds d'avance, oui. Parce que, comme c'est un pays où la condition des familles est ce qu'elle est, où il est difficile d'avoir des enfants et d'avoir une carrière professionnelle, il y a peu d'enfants qui naissent en Allemagne. Et pour compenser la baisse démographique, ils font une immigration qui va faire exploser la société allemande. Vous le verrez, l'histoire est écrite pour les 3 prochaines années. Alors, on verra avant. J'espère que non, hein, franchement. J'aimerais tellement me tromper. Jean-Luc Mélenchon en Russie, dernier hommage aujourd'hui à l'opposant Boris Nemtsov, assassiné ce week-end. Est-ce qu'on peut encore être un opposant en Russie sans prendre des risques considérables? Ah ben ça, c'est aux Russes qu'il faut le demander. Moi, je suis persuadé que le gouvernement russe va prendre les mesures pour que les coupables soient rattrapés. Parce que, à part ce malheureux qui est mort et sa famille qui en souffre, la victime politique numéro 1 de cette histoire, c'est M. Poutine lui-même. Parce que, quelle idée, comment peut-on imaginer qu'il irait assassiner un opposant devant sa maison? Est-ce que c'est pas lui qui est responsable d'un climat de haine politique en Russie? Non. Ceux qui sont responsables du climat de haine politique, c'est tous les nationalistes d'une manière générale. Bon, alors là, je pense que cet homme a dit... Est-ce qu'il n'attise pas le sentiment nationaliste, Vladimir Poutine? Il défend son pays, hein, c'est quand même assez normal, surtout quand il se sent, lui, victime d'une agression. Et de fait, il y a au moins une agression sur un point, c'est que les Américains et l'Union européenne n'ont pas tenu la parole qui a été donnée lorsqu'on a accepté la réunification de l'Allemagne, qui était que les frontières de l'OTAN s'arrêteraient. Je vous rappelle qu'à l'époque, il était même question que même l'Allemagne de l'Est ne soit pas inclue dans les frontières de l'OTAN. Donc, l'Union européenne et les Américains ont toujours menti. Et évidemment, ils tombent, vous comprenez, c'est pas l'Irak, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas un petit pays qui n'est pas en état de se défendre. C'est une grande puissance. Par conséquent, M. Poutine met en place les éléments qui lui paraissent à lui opportuns. Après, il y a une ambiance effroyable de nationalisme dans cette zone. Mais à qui la faute? À ceux qui ont créé des conflits. Et pas à Vladimir Poutine? Non. À mon avis, non. À mon avis, non. Là, par exemple, dans le cas de la Russie, plutôt à l'extrême droite, qui sans doute a une responsabilité dans l'assassinat de ce monsieur qui faisait des manifestations pro-ukrainiennes, qui est le responsable. Je rappelle que quand même cet homme, qui est maintenant dépeint comme un saint, était l'allié d'un antisémite notoire, monsieur Navalski, je crois, Navalski, ou Sti, pardon, qui a été candidat à la mairie. Voilà, Alexeyev Navalny, pardon. Qui est un antisémite notoire, et c'est avec lui qu'il appelait à la manifestation qui a eu lieu dimanche dernier. Donc, autant je vais, comme tout le monde, dire qu'il est inadmissible qu'on assassine quelqu'un dans un pays quelconque. D'ailleurs, vous savez, je suis contre... Autant vous ne voulez pas accuser Vladimir Poutine. Non, et je ne veux pas non plus transformer en saint quelqu'un qui, à mes yeux, ne l'est pas du tout, parce qu'il a vendu son pays sous M. Eltsine. Mais, pardon, un mot encore. Oui. Les indignations sont très sélectives, hein. Il y a un homme qui, tous les vendredis, accomplit une peine de 1000 coups de fouet pour avoir tenu un blog. Mais là... Monsieur Obama téléphone pas, Monsieur Hollande non plus. Motus et bouche cousue. Dernière question très rapidement de cette partie, Jean-Luc Mélenchon. 4 parlementaires sont partis en Syrie la semaine dernière. Ils ont rencontré Bachar el-Assad. Est-ce qu'au nom de la réelle politique, il faut renouer avec le président syrien? D'abord, commençons par dire que la personne d'un parlementaire est sacrée. Il est dans son droit de représenter le peuple comme il estime qu'il en a reçu le mandat. Bon, voilà. Donc, de là aller rencontrer le président syrien? Je ne pense pas qu'ils étaient allés là-bas pour rencontrer le président syrien, mais s'ils l'ont rencontré, pourquoi pas. Je vais vous dire, ce n'est pas la réelle politique. Tout ceci est une conduite
invraisemblable du dossier syrien. D'abord, pourquoi la France a-t-elle supprimé sa représentation diplomatique? Ça veut dire qu'on ne parle plus. On ne parle plus avec qui? Comme beaucoup d'autres pays. Voilà. Non, beaucoup d'autres pays, on s'en fout. On parle de la France. Nous avons une responsabilité en Syrie, nous avons une histoire avec les Syriens. Les autres font ce qu'ils veulent. Nous, Français, nous sommes différents. Donc on aurait dû garder une ambassade à Évidemment, ne serait-ce que pour parler, parce que sinon, qu'est-ce que ça donne? On s'est mis à armer des gens qu'on retrouve ensuite contre nous ailleurs et qui ont constitué Daesh. Alors ça, c'est très intelligent. Est-ce qu'on ne doit pas faire un bilan à un moment donné des politiques absurdes? Après, faut-il parler avec M. Assad? Vous voulez parler avec qui? C'est bien lui qui est là. Le boucher d'Emmanuel Valls. Oui, bon, et les autres, c'est quoi alors? Qui est-ce que... Parce qu'on me dit on est en train de soutenir une opposition modérée. Ah, voici une bonne nouvelle. Où est cette opposition modérée que nous soutenons? Et comment l'avons-nous soutenue? Non, pour l'instant, nous avons aidé ce qu'il y a de pire dans la région. Mais on doit continuer à avoir cette attitude. C'est absurde. Donc, vous avez des parlementaires qui vont pour voir si on peut faire arrêter la guerre. C'est ce dont on a besoin. D'une conférence sous l'égide de l'ONU où on décide d'arrêter la guerre. Avec qui arrête la guerre? Ceux qui la font. Donc forcément M. Bachar el-Assad et forcément les gens qui l'ont en face. Il faut le mettre donc autour de la table. Ah ben, par la force des choses. Jean-Luc Mélenchon. Il vaut mieux le mettre autour de la table que de l'avoir sur la tête. Hein. On va s'intéresser maintenant à la gauche de la gauche, à ces essais de recomposition de votre parti, jusqu'aux écologistes, sans oublier le Parti communiste. Catel Prigent de l'AFP, notre partenaire, va nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant, Louis Sibyl va aussi nous aider à y voir un petit peu plus clair dans cette recomposition de la gauche de la gauche. Le tout sur fond d'élections départementales, puisque dans 3 semaines, nous votons Louis Sibyl. C'est une gauche dispersée qui se présente aux élections départementales. Pour la première fois, le PS fait cavalier seul. Les Verts ont largement préféré s'allier avec le Front de gauche. Cet attelage représente la moitié de leur candidature, une alliance de raison. Il y a des alliances qui sont sur le terrain, dans les départementales. Il n'y a pas d'unification s'il n'y a pas de projet partagé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de raccourci. Ça prend du temps, tout simplement. La victoire d'Alexis Tsipras en Grèce fait rêver la gauche du PS. Le Front de gauche veut réunir tous les déçus du gouvernement. Cette gauche-là, cette gauche nouvelle, elle est en marche, elle n'est pas en projet, elle est en marche, elle a commencé à émerger et on peut, dans le vote, lui donner beaucoup plus de force aux élections départementales. Et ça, c'est un fait. Seulement les Verts sont divisés. Dans leur ensemble, les parlementaires veulent rentrer au gouvernement et ne voient pas vraiment les points communs avec le Front de gauche. Au niveau national, ce que nous voyons, nous les parlementaires, c'est que les convergences avec le Front de gauche, même si on les cherche, on a du mal à les trouver. Je constate que sur l'énergie, là, c'est une opposition frontale. Le Front de gauche est plutôt dans une logique d'alliance avec l'UMP. C'est vraiment main dans la main avec l'UMP pour défendre le tout nucléaire. Le Front de gauche cherche aussi à capitaliser sur le rejet de la loi Macron et à attirer quelques frondeurs socialistes qui, pour l'instant, déclinent l'invitation. Les frondeurs ne sont pas à gauche de la gauche, les frondeurs sont dans le Parti socialiste, ce sont des députés socialistes qui simplement considèrent que la ligne du gouvernement n'est plus social-démocrate mais plutôt libérale. Ces divisions à gauche menacent le PS pour les départementales. Il pourrait être éliminé dès le premier tour dans près de 400 cantons. Difficile de savoir si le Front de gauche en tirerait profit. Dans un dernier sondage, il totaliserait 9% des intentions de vote. Voilà, Catel Prigent de l'AFP nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Catel, merci d'être avec nous. Vos questions à Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, aidez-nous à y voir un petit peu plus clair. Déjà, sur vos rapports avec le Front de gauche, on se souvient, vous étiez sorti très meurtri des municipales, notamment avec le comportement de votre partenaire, le PC, qui s'était allié dans beaucoup de villes avec le PS. Qu'en est-il là, à quelques semaines des départementales? Alors, bon, les choses ont bien avancé. D'abord, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, parce qu'il faut aussi savoir tourner les pages dans les disputes, même quand elles sont des disputes légitimes avec un fond. Bon, ceux qui restent braqués, ils font rien. Donc, il faut savoir tourner les pages et s'accorder. On l'a fait dès le mois de septembre. Entre-temps, nous avons mis en route nous avons mis en route un processus très intéressant qui s'appelle les Chantiers de l'Espoir, dans lequel vous avez le Front de gauche, différents partenaires, et Europe Écologie Les Verts, mais il y a aussi Nouvelle Donne. Il y a des partenaires politiques à peu près de tous ceux qui ont été en quelque sorte dégoûtés par le PS, plus ou moins vite. Voilà. Donc ce travail-là s'avance sur un projet gouvernemental. Et on sait très bien qu'il y a des difficultés. Alors à l'instant, avec une certaine mauvaise foi,
était évoqué le Front de gauche qui, à l'Assemblée nationale, vote comme ci ou comme ça. Bon, non, à l'Assemblée nationale, ce sont les députés du Parti communiste, membres du Front de gauche, qui suivent la ligne de leur parti, qui est en effet pro-nucléaire, bon, tout le monde le sait. Donc il y a là des difficultés qui sont devant nous, qu'il va falloir régler. Mon parti avec les écologistes. Mon parti est pour la sortie du nucléaire, par exemple. Donc, et pourtant, je suis aussi Front de gauche que les députés. Mais regarder en face les difficultés est toujours plus commode que de ne pas le faire. Donc il y a un processus, comme l'a dit Pierre Laurent, et je partage totalement ces formulations. Cette nouvelle gauche, elle est en construction. Voilà, bon, ça prend du temps. Maintenant, on a une étape en route qui s'appelle les départementales. Voilà, les départementales, ça prend du temps, mais là, elles arrivent. Elles sont à 3 semaines. Est-ce que, comme Pierre Laurent, vous parlez de déni de démocratie, de manque d'information des Français? Pierre a dit les choses avec la modération qui lui correspond. Mais alors, vous, avec votre modération à vous, oui, je vais lui dire comme lui, voilà. pour être aussi bien entendu peut-être que lui. Mais oui, c'est quelque chose de totalement inadmissible. D'abord, ces gens au gouvernement ont tripoté la carte, changé les départements, dit qu'ils n'existaient plus, puis qu'ils existaient. C'est ça qui vous empêche d'être visible Pardon, cette campagne attendez, madame, avant de nous critiquer, on pourrait peut-être faire votre bilan aussi au passage. Mais commençons par ça d'abord. Il y a l'autorité du pouvoir, madame. Ça compte dans une société. C'est pas un jeu, les institutions d'un pays. Vous remarquerez que dans ce pays, on change tout, on ne demande jamais l'avis du peuple. Et quand moi je parle de faire une 6e République, et donc une assemblée constituante, on me dit ah, quelle chose étrange. Non, les gens, qui a décidé qu'on supprimait vos cantons que vous connaissiez depuis 2 siècles? Bref, on a donc tout chamboulé, personne n'y comprend rien. Les gens ne vont pas retrouver leurs cantons, ils ne le savent pas. Ils vont se rendre compte le jour du vote. Est-ce qu'ils les connaissaient avant leurs cantons? Pardon? Est-ce qu'ils les connaissaient vraiment? Ça dépend. En ville, non. Parce que les cantons sont aberrants. Et qu'il y a longtemps qu'on aurait dû faire un vote par Donc vous dites qu'on a tout fait pour rendre ce scrutin finalement illisible aux yeux des électeurs? Je crois, parce qu'au début, l'intention du gouvernement était de supprimer les départements. Ça a fait une telle levée de boucliers qu'ils ont été obligés de les rétablir. Et surtout, ça devenait absurde d'organiser une élection pour une structure qui allait disparaître. Mais donc, oui, je dis comme Pierre, en plus, je peux vous dire une chose d'avant, les résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur le soir du vote ne voudront rien dire, parce qu'une nouvelle fois, ils ont tripoté là-dedans. La dernière fois, aux élections municipales, j'avais protesté contre le fait que le ministre de l'Intérieur se donne le droit d'attribuer aux uns une étiquette ou une autre. Moi, je ne sais pas combien de mes amis se sont retrouvés divers gauche. Tu parles si on fait divers gauche. Alors les uns se trouvaient divers gauche. Chaque fois que le PS était quelque part, c'était Union de la gauche ou Gauche unie. Bref. Et là, maintenant, tout le monde proteste. Les Verts, le Front de gauche, tout le monde. Hein. Il n'y a que le PS qui est content de son petit tripotage. Alors, vous m'avez posé la question où en est le Front de gauche. Il avance dans la direction dans laquelle il doit avancer, c'est-à-dire vers son propre dépassement. Et dans les élections départementales. Avec une ouverture vers les écologistes, mais on l'a vu, qui ne sont pas tous d'accord non plus. Eux aussi se divisent justement sur la question de la participation avec le Front de gauche. C'est quoi l'avenir? Parce que, bon, il y a des départementales, il va y avoir les régionales. Oui. On sait très bien que vous voulez la 6e République, mais pour l'instant, on est toujours en 5e. Oui. C'est quoi l'avenir? Comment vous reconstruisez la gauche du PS? D'abord, on y comment travaille. les gens s'y retrouvent? Non, mais normalement, on devrait. Voilà, tout le monde s'y retrouve. Si on voulait faire l'effort, on s'y retrouverait. Mais bon, ça, il faut bien la fausse et aussi de la rigolade, du spectacle. Vous dites qu'il faut du temps, mais les échéances électorales font que vous n'en avez pas. Mais si, nous avons... Les échéances électorales ne sont pas un handicap. La démocratie n'a jamais été un handicap. Tout le monde est mis au pied du mur de s'adresser au peuple. Premièrement, le peuple, il n'en a rien à faire de cette histoire. Et vous allez avoir une abstention massive qui prolonge ce que je appellerais, c'est pas la bonne expression, mais la grève civique. Hein. Le peuple s'est retiré sur l'Aventin comme en moins 489 de notre ère, hein, où la plèbe a dit bah, écoutez, les patriciens, ça suffit, au revoir, on va sur le... C'est ce que font les gens. Deuxième élément, nous allons avoir dans cette élection, pour la première fois, un événement très important, c'est que dans la moitié des cas, les membres d'Europe Écologie Les Verts vont être alliés soit avec tout le front de gauche, c'est le cas de l'Oise par exemple, ou avec tel ou tel segment du front de gauche. Par conséquent, sur le terrain, les connivences se construisent. Vous savez, la politique, c'est aussi humain. Et surtout, ce qui est plus important, mais qui n'apparaît pas là dans le reportage, et que je veux vous faire savoir, c'est que partout, nous avons en commun souvent Europe Écologie et nous, le parti de gauche, l'idée que ce sont des assemblées de citoyens qui pilotent la campagne et désignent les candidats. Vous verrez que cette recette va faire merveille. Donc, le soir du résultat, il y aura le blabla national, et puis il y aura ce que chacun va voir dans son canton, et va se dire, ah ben tiens, ça a marché. Prenons un exemple, l'Isère. Dans l'Isère, nous avons un accord, parti de gauche, Europe Écologie Les Verts, je ne sais pas pourquoi les communistes ne se sont pas mis là-dedans, résultat, ils sont sondés à 2%,
Et nous nous sommes sondés. Que pour les municipales de Grenoble. Oui, bah, je le déplore, parce que c'est pas une bonne idée pour le mouvement communiste de se minoriser comme ça. Et donc, notre alliance avec Europe Écologie Les Verts, dans les enquêtes d'opinion, c'est 17%, autant que le Parti Socialiste. Vous me direz, ça n'empêchera pas la droite de l'emporter, bien sûr, mais on va peut-être aborder ce sujet ensuite. J'en suis toujours à cette histoire. Voilà, il va y avoir des choses qui vont se créer, des mariages, des PACS, des unions libres qui vont se faire sur le terrain. Et nous aurons des beaux enfants, j'espère, aux élections régionales. Parce que là, nous allons tous être mis au pied du mur. Et aux élections régionales, ce sera le test de vérité. Combien y aura-t-il de listes d'union entre le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne et combien d'autres? Il faudra d'ailleurs qu'on trouve un cadre, un label commun, parce que les anciens labels dans cette histoire commencent à être un peu dépassés et il faut 10 minutes pour expliquer qui est membre de ce truc. Alors, dans ce label, est-ce qu'il y aura le NPA? Olivier Besancenot le NPA refuse de participer avec vous aux élections, mais Olivier Besancenot fait un appel pour un meeting commun contre la loi Macron. Pourquoi pas? Est-ce que vous allez du NPA, vous les dites, écologiste Il faut rassembler. D'abord, le NPA, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont insupportables, mais très bien, alors personne ne vous demande de les supporter. Bon, on ne nous demande pas d'être NPA, le NPA ne nous demande pas d'être NPA, et nous ne lui demandons pas d'être Front de gauche. Au demeurant, si j'ai bien compris le sens de leur dernier congrès, ils ne sont pas d'accord entre eux, sur l'ampleur et la limite, bon, d'accord qu'il faut avec le Front de gauche. Est-ce que je peux pointer du doigt au moins cette réussite du Front de gauche? C'est qu'il est central. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autre camp possible. Ou vous êtes dans l'opposition et vous faites une proposition constructive et positive et vous essayez d'être majoritaire, ou bien vous êtes avec le gouvernement, mais entre les deux, il n'y a rien. Au final, la colonne vertébrale de ce rassemblement, c'est être contre le gouvernement, contre la politique du gouvernement. Au final, c'est le seul point commun. Non, vous vous trompez. Mais vous avez raison, attendez, vous avez raison de dire, on le voit sur le nucléaire, et rebolote le nucléaire. C'est bon, il y a un problème. Oui, nous sommes d'accord. Chez les socialistes, tout baigne. Surtout avec les écologistes. Non, mais attendez, je voudrais d'abord. Oui, mais moi, je suis aussi pour la sortie du nucléaire, donc je ne suis pas embarrassé par la question. Je sais comment y répondre et je finirai par en convaincre, je l'espère, les écologistes. Mais prenons les choses comme elles sont. Bien sûr que l'opposition au gouvernement et à la politique qui est pratiquée est un dénominateur commun. Sinon, on y serait au gouvernement. Et puis, bon, dans une démocratie, vous êtes ou avec le gouvernement ou vous êtes dans l'opposition. Nous sommes une opposition de gauche. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce terme. Europe Écologie Les Verts, non. Mais quand même, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la seule réalité. Là, je trouve que vous seriez injuste si vous nous réduisiez à ça. Parce qu'il y a plein de propositions positives qui sont en commun. Par exemple, sur l'échelle des salaires. Par exemple, sur l'économie de la mer. Par exemple, sur la planification écologique. Il y a plein d'idées en commun. Et d'ailleurs, les chantiers de l'espoir que nous avons commencé, la 6e République, les chantiers de l'espoir que nous venons de commencer, eh bien, ils travaillent à un projet gouvernemental. C'est dit dans le texte de lancement de ces chantiers de l'espoir. Et dedans, d'ailleurs, il y a des socialistes qui s'y trouvent. Vous avez les socialistes affligés participent à ce travail. Vous avez... Pas les socialistes frondeurs. Pardon? Pas les socialistes frondeurs. Oui, vous savez, des socialistes pas d'accord, il y en a toutes sortes de variétés. À la fin, de toute façon, ils doivent tous passer par le même trou de souris, ou pour ou contre. Qu'a-t-elle? Nicolas Sarkozy, de l'autre côté de l'échiquier politique, a présenté, a esquissé une politique économique cette semaine et surtout il a parlé du FNPS. D'abord, je ne comprenais pas de quoi il parlait, parce que bon, le PS et le FN il estime n'ont que rien à voir. voter FN au premier tour, c'est faire gagner la gauche au second. Voilà. Alors non, mais d'accord, mais comme c'était formulé, il y avait matière à confusion. Les socialistes sont extrêmement lâches et désagréables à mon égard. Ils m'assimilent assez régulièrement aux extrêmes, blabla, pour me renvoyer dans le même sac que Madame Le Pen. Mais moi, je ne ferai pas pareil avec eux, parce que le Parti socialiste n'a rien à voir avec le Front national. Ce qui est vrai, je comprends que Monsieur Sarkozy s'inquiète, c'est que Madame Le Pen est en train de siphonner la droite. Donc mécaniquement... Donc il n'a pas tort, Nicolas Sarkozy, dans son attendez, je ne vais pas répondre à ça parce que après ça fera le buzz. Mélenchon est d'accord avec Sarkozy. Non, Mélenchon n'est pas d'accord avec Sarkozy, il est de gauche et Sarkozy est de droite. Bon, une fois cette précision apportée pour essayer d'éclaircir contre l'enfumage, disons que ce qui est vrai, c'est que quand elle siphonne la droite, mécaniquement, elle, ça la met en tête, et puis après, c'est nous. C'est l'un d'entre nous. Donc le raisonnement de Nicolas Sarkozy est vérifié par les faits. Mais de là à parler de FNPS, non, c'est une monstruosité qui est pas admissible. Qu'en répondez-vous, alors, toujours dans la même logique, à M. Darmanin, député maire de Tourcoing, qui a UMP, qui a parlé de Mme Taubira comme d'un tract ambulant pour le FN, justement?
Est-ce que C'est la tonalité de la campagne qui commence? Non, mais il y a une 3 ambiance semaines avant les terrifiante départementales dans ce pays, quoi, du matin au soir. Bon, il n'est question que de ça. Alors, un coup l'antisémitisme, un coup l'islamisme. Alors, on croirait que ce pays est rempli d'antisémites et d'islamistes qui se préparent à égorger les autres. Et il y a un ton qui a été pris maintenant. Bon, moi, je suis un homme qui aime la polémique. Il m'est arrivé aussi sans doute de déborder. Mais là, on entre dans quelque chose qui est nauséabond, quoi. Pourquoi est-ce que Mme Taubira est un tract pour le FN? Qu'est-ce qu'elle a fait qui justifie... Apparemment, sa politique pénale. Bon, ben non. D'abord parce que la plupart des électeurs du FN ne comprennent pas ce qui se passe, vu que leur chef leur explique n'importe quoi. Non, Madame Taubira n'est pas un tract contre quoi que ce soit. Elle est la responsable d'une politique pénale, par ailleurs discutable, sous l'autorité d'un gouvernement lui-même discutable. Mais évitons quand même de... Vous savez très bien que ça va au-delà de ce que vous êtes en train de me dire. Vous et moi, on a intérêt sur ce plateau à faire semblant d'avoir compris qu'il voulait dire un tract anti-FN à cause de sa politique pénale. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est qu'il pense, il satisfait une certaine opinion assez méprisable qui attache à Madame Taubira des mots indignes que nous avons tous condamnés. Hein? Tout le monde comprend, là? Tout le monde comprend. Merci Catel Prigent. Jean-Luc Mélenchon va maintenant s'intéresser à vos sources d'inspiration, un peu comment vous renouvelez vos idées. C'est un reportage de Jérôme Rabier. Et puis Michael Zamès de Public Sénat Vous ne le saurez pas. va nous rejoindre sur ce plateau. Si pour Pierre Bourdieu, la sociologie est un sport de combat, la politique l'est encore davantage aux yeux de Jean-Luc Mélenchon. Pas une interview, un meeting ou une rencontre sans que cette notion d'affrontement émerge, classe contre classe, patron contre ouvrier, le peuple face à l'oligarchie. Tel un stratège, il se réfère très souvent à Louis IX, à cette vision un petit peu des conquêtes et des batailles. Il emploie souvent le terme de tenir la tranchée à certains moments, puis à certains autres moments passer à l'offensive. Il aime avoir une vision stratégique de la politique. Mais pour ceux qui le connaissent, Jean-Luc Mélenchon ne joue pas la comédie. C'est tout simplement son engagement total qui l'amène à s'enflammer autant. C'est pas un combat pour amuser la galerie. On n'est pas là en train de faire du spectacle. On est en train de parler de choses fondamentales qui concernent l'avenir de l'humanité. Alors on pourra peut-être nous dire, vous avez peut-être tort que ça vous touche autant. Ben oui, ça nous touche autant parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de la politique, c'est qu'on a envie d'éviter le pire. Un combat permanent qui mène Jean-Luc Mélenchon sur tous les fronts. Fort de ses 11% à la présidentielle de 2012, il s'en va défier Marine Le Pen aux législatives à Hénin-Beaumont, échouant à se qualifier pour le second tour. Puis il fait de la politique socialiste tendance libérale sa nouvelle cible privilégiée. Une diversité dans ses combats qui se retrouve également dans ses sources d'inspiration. Ça a été les marches citoyennes inspirées de l'Amérique du Sud, ça a été le Front de gauche inspiré de Die Linke, ça a été la tentative d'une majorité alternative et d'une opposition de gauche inspirée de Syriza, et récemment ça a été le mouvement pour la 6ème République dont il s'est inspiré très profondément à partir de l'expérience de Podemos en Espagne. Autant de mouvements qui s'appuient toujours sur la personnalité d'un leader charismatique qui leur permet d'émerger, qu'il s'appelle Chavez, Tsipras ou Mélenchon. Une contradiction pas toujours facile à assumer quand on promet une 6ème République sans figure de l'homme providentiel. Il y a une vraie difficulté, c'est de combattre le principe de la 5e République avec notamment un président élu qui se comporte comme un monarque et en même temps de passer par la 5e République pour conquérir le pouvoir par le suffrage universel parce que nous on ne voit pas quel autre moyen de conquérir le pouvoir. C'est pour ça que notamment on parle de révolution citoyenne à travers le phénomène de constituante qu'on défend. Donc c'est une vraie difficulté. Une difficulté qui oblige Jean-Luc Mélenchon à toujours repartir au combat en première ligne avec en point de mire 2017 où il pourrait se représenter, au risque de personnaliser à l'outrance son combat, presque de se présidentialiser. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est fait partie des paradoxes de la situation. Alors, Monsieur Aliès a une très bonne lecture et de bonnes références. Il s'est trompé sur un point. Je ne cite pas Louis IX, qui est pourtant ici au Sénat. Vous allez rattraper l'erreur. Oui, qui est Saint-Louis, que j'abomine. Qui rendait la justice. Oui, il ne s'est contenté pas de ça. Il a également mis un signe distinctif aux Juifs, inventé la persécution des hérétiques par le percement de la langue au fer rouge et fait des bûchers de Torah. Votre référence, c'est Louis XI. Alors, Michael Zamès. Je vous invite tous à lire la magnifique biographie de Paul Murray Kendall, qui est un monument qui donne le goût pour... Les historiographes, les historiens anglo-saxons ont tous les défauts, mais ils ont une qualité énorme quand ils racontent notre histoire. Ils la comprennent.
Jean-Luc Voilà la Mélenchon, référence à lire. sur la fin du sujet, on laisse supposer l'hypothèse d'une candidature 2017. Vous pouvez nous répondre? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée ou pas? Non, parce que la situation est très mouvante. Je ne vais pas faire l'innocent. Je suis dans la petite liste de ceux qui peuvent être candidats pour l'autre gauche. J'aime pas l'expression gauche de la gauche parce que ça suppose que le PS est bien plus à gauche qu'il n'est en réalité. Donc on appelle ça l'autre gauche. Même ça, c'est un peu ennuyeux. Mais enfin, Vous êtes sur la petite liste. Oui. Mais il faut surtout, moi on vous a dit, j'ai le goût des idées, de la théorie et de la stratégie. Oui, du combat. Je pourrais expliquer ce qui a été dit là, mais je veux d'abord répondre précisément à cette question. Je sais que nous sommes dans une situation extraordinairement mouvante. Extraordinairement, comme rarement dans notre histoire. Le choc qui va venir sur la France peut arriver d'un événement guerrier, par exemple l'Ukraine, la Russie, je sais pas quoi, un accident dans une centrale nucléaire là-bas, je rappelle qu'il y en a 7, dont Tchernobyl. Quelque chose de cette nature. Le choc peut venir de l'Union européenne. Vous avez vu qu'ils ont serré d'un cran le lacet autour de la gorge du gouvernement, ben ouais. Et le choc peut venir de l'intérieur aussi. Et il peut venir de l'intérieur. Donc du peuple. C'est très mouvant. Pardon? Du peuple, comme vous l'appelez? Évidemment. Évidemment, parce que pour l'instant, qu'est-ce qui assure la stabilité? Les gens sont, ne vont pas voter, tout le monde est mécontent. Ils ne descendent pas dans la rue, non. Ce qui tient pour l'instant le peuple français, c'est que la classe moyenne, sachante, instruite, toute cette classe moyenne pense qu'elle va encore s'en tirer dans le cadre du système. Tant qu'elle pense ça, il y aura de la stabilité en France. Quand elle cessera de le croire, boum, tout sautera. Jean-Luc Mélenchon, le peuple aujourd'hui, ce sont les personnes qui ne vont pas voter? Le peuple, j'ai fait un livre qui s'appelle L'ère du peuple pour montrer que l'ancienne perception que nous avions du changement profond de la société en nous appuyant sur une classe sociale qu'on avait d'ailleurs beaucoup de mal à décrire, le prolétariat transformé en salariat après, etc., qu'il fallait avoir un angle de vue beaucoup plus large parce que la société était assez homogénéisée quant au fait que la plupart des gens ne possèdent pas leurs moyens de production. Autrefois, il y avait les paysans, les commerçants, etc. Et donc, le peuple, c'est ce peuple urbain, essentiellement, ou urbanisé, ou rurbain, qui a des conditions de vie et des exigences assez similaires que les très riches n'ont pas. L'oligarchie s'en fiche, ils se payent ce qu'ils veulent comme ils veulent. Mais par exemple, les classes moyennes, puisque j'en parlais, où les travailleurs ont besoin d'hôpitaux publics, d'écoles, de routes en bon état, de réseaux, bon voilà. Et ça, c'est un unifiant extrêmement profond, à quoi s'ajoutent les réseaux sociaux, qui sont des unificateurs culturels, qui fait que vous êtes en la présence concrète de tous vos amis sur Facebook, comme tout le monde. Je voulais vous parler de vos inspirations. Vous avez dit dans une émission il y a très peu de temps que vous n'étiez pas forcément un homme politique ni un politicien, mais plutôt un intellectuel. Est-ce qu'aujourd'hui la politique politicienne vous intéresse encore? Alors, certains aspects, je milite depuis tellement de temps. Je ne vais pas dire non plus, et je ne vais pas faire le je sais pas quoi là. Au-dessus de la mêlée. C'est pas vrai tout ça. Non, c'est pas vrai. Et la cuisine. On ne fait pas de bon banquet sans bonne cuisine. Donc il y a des moments. Vous êtes un bon cuisinier? Des fois, ça dépend. Des fois, je rate mes plats. Vous avez vu? Donc il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut. Bon, le cambouis, c'est pas si dégoûtant que ça. Ce sont des passions humaines. Ce sont bon. Mais c'est vrai que je fais de la politique à la manière, peut-être d'un intellectuel, parce que je me réfère toujours à la théorie. Et quand la théorie ne correspond pas aux faits, contrairement aux autres, je ne m'acharne pas et j'essaye de voir où ça cloche. Et je rectifie l'angle de vue, j'écris des livres, j'ai écrit le livre Qu'ils s'en aillent tous, j'ai décrit un phénomène fondamental de nos sociétés. Toutes nos sociétés viendront au point qu'ils s'en aillent tous. Maintenant, j'écris un livre sur l'ère du peuple pour décrire comment le peuple. Là, je fais une expérimentation, le mouvement pour la 6ème République, qui va élire une assemblée représentative. Ce qu'il y a de formidable, c'est que dès que c'est un peu Internet, ça passe sous les radars de tous les observateurs politiciens traditionnels. Donc, c'est mieux comme ça? Il me fiche une paix royale. C'est mieux comme ça. 80... Vous aimez qu'on vous fiche la paix? Évidemment. Ouais. Pour les expérimentations, il vaut mieux. Oui. Et là, on a un mouvement qui va élire des députés. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant que soit candidats, 600 candidats. Nous faisons un tirage au sort. Je me disais, on va avoir un mal de chien, parce que des gens qui ont signé une fois. Alors, vous voyez, ce sont des choses... institutions. Alors, justement. Parce que là, vous avez donné... Non, mais là, je décris le mouvement. Bien sûr, non, sur l'histoire... Parce que, attendez, pardon de vous dire une chose. Pour notre gauche à nous, il y a un grand débat. De quoi est fait le futur? La formule Syriza, c'est-à-dire une coalition de partis qui devient un parti, ou bien un mouvement hors cadre,
appuyer uniquement sur l'énergie des réseaux populaires. Nous n'avons pas la réponse en France. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. C'est un mélange des deux. Moi, Un mix des deux. Moi, ma tradition républicaine, c'est le peuple d'abord. Donc, je n'idéalise pas les formes partidaires, mais je sais qu'elles sont indispensables. Moi-même, je suis membre d'un parti. Alors, le Front de gauche, en ce moment, travaille sur les institutions. J'avais une question très précise. On est ici au Sénat. Vous savez que le Sénat en a pris un petit peu plein la tête ces derniers temps sur l'institution Sénat. Oui. Critique justifiée ou pas? Alors, Vous avez été sénateur. Oui, j'ai été sénateur. Plus jeune sénateur de la 5e République, 35 oui, ans. absolument, oui. Maintenant, autrefois, j'étais le plus jeune, maintenant, je commence à être le plus vieux de la Réunion. Donc Justifié ou pas les critiques? Vous connaissez bien l'institution? Oui, je connais bien l'institution, je connais la qualité des gens qui la composent, mais ça ne vaut pas blanc-seing du reste. C'est que le Sénat correspond, deux chambres, correspond à une vision de l'organisation de la société qui remonte au XVIIe siècle, qu'est-ce que je dis plutôt que ça, XVIIe siècle, je me trompe, qui a été inventée par les Anglais, qui ont fini par lâcher du lest à l'expression populaire en créant la Chambre des communes, mais il y avait la Chambre des Lords qui à l'époque avait un Et alors, pouvoir est-ce que le bicamérisme est toujours adapté aujourd'hui en France, non. à notre société Attendez, politique? c'est autre chose, parce que le fait qu'il y ait deux assemblées pour parfaire le circuit législatif est une chose. Je veux bien entrer dans ce débat. Bon, mais le fond de l'affaire n'est pas là. Quelques secondes. Ici, les gens disent nous représentons les territoires. Bon, les territoires, non. La politique représente toujours la population. Les territoires n'ont pas d'existence autre que par les populations qui le composent. Par conséquent, il y a dans le bicamérisme quelque chose qui a toujours choqué les républicains fondamentaux, comme moi, qui est de dire, mais enfin, il n'y a qu'une représentation possible du peuple. Vous voyez, je fais partie des gens, par exemple, qui trouvent aberrant qu'il y ait 2 conseillers généraux par canton, parce que lequel représente le souverain. Il nous reste peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait du Sénat, alors? On le supprime, vous le gardez, vous le mixez avec une autre institution? Il faudrait, si on devait avoir une discussion, s'il faut 2 chambres, parce qu'il y a des arguments pour ça, on pourrait dire, mais quelle est la séparation ou la coupure fondamentale dans la société? Est-ce que c'est les territoires et les populations? Tout ça, c'est un autre siècle, c'est une autre période, c'est un autre âge de la vie politique. Non, mais vous Il y a êtes des d'accord clivages. pour dire qu'il faut réformer la maison? Je suis d'accord pour dire qu'il faut changer la Ve République, les conditions d'élection de l'Assemblée. On pourrait par exemple imaginer une chambre qui soit entièrement élue à la proportionnelle et l'autre au scrutin majoritaire, de manière à ce qu'on ait à la fois la représentation. C'est une proposition concrète. Ouais. Voilà. C'est des choses qu'on peut faire. Mais il ne faut pas que ça biaise le fait que c'est la République elle-même qu'il faut changer pour une raison, pas seulement parce qu'elle est ce qu'elle est, une monarchie républicaine, mais surtout pour une autre raison. C'est quand le peuple refonde la République, il se refonde lui-même. Et le peuple français a besoin de se refonder comme un peuple un et indivisible, et pas un mélange de religions, de couleurs de peau, et toutes ces fadaises dont nous sommes abreuvés actuellement. Mickaël, dernière question. Dernière question. Vous avez vu que le Conseil de l'Europe a réprimandé la France parce qu'on avait gardé la fessée et la gifle. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Conseil de l'Europe, bon, alors... Est-ce que la fessée, il faut la supprimer ou est-ce que c'est une valeur éducative? Écoutez, ces choses-là, tout le monde comprend, on peut les faire avancer, on n'a pas besoin d'être fustigé, enfin, écoutez, franchement, on a autre chose à faire. Alors, la fessée, c'est pas une bonne idée, c'est ce que disent les pédagogues, j'en sais rien, moi. Je n'arrivais pas, moi, à donner des fessées, c'était pas possible pour moi, mais j'ai bien vu que d'autres le faisaient pas par cruauté ou manque d'amour, tout le contraire. Donc, ils se trompent, on leur explique. Bon. Et puis, les choses peuvent évoluer. Maintenant, que la France soit montrée du doigt pour la fessée, franchement, les gens n'ont rien d'autre à faire. Bruno Le Maire dit de quoi se mêle-t-il? Non, le Conseil de l'Europe, bon, c'est une institution qui a son intérêt, qui est là, et d'ailleurs elle est là, bon, et voilà quoi. Voilà. Franck Ribéry, qui voulait Franck demander la Ribéry, nationalité allemande, vous en pensez quoi? Footballeur Toute français. dernière question. Eh ben, s'il veut être allemand, c'est son choix qu'il aille faire l'allemand, mais qu'il ne fasse pas les deux. Voilà. Je pense qu'il commet une Il ne veut erreur. pas avoir les deux, pas de double nationalité. J'aime pas trop ça. D'accord. Mais je sais que ça existe et dans des conditions qui sont inextricables. Par exemple, certains pays refusent de retirer la nationalité à leurs ressortissants, même s'ils en ont une autre. Par exemple, le Royaume du Maroc considère que tout Marocain, de parents marocains, est Marocain lui-même. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils y fassent, les gens? Alors, les gens, ils s'arrangent, hein. Mais je connais de très bons Français qui ont une carte d'identité et un passeport marocain aussi. Par exemple, il y a même une ministre qui est dans ce cas-là. Ça l'empêche pas d'être une bonne ministre bien française. Donc, il ne faut pas trop s'exciter là-dessus. Cependant, ce Ribéry veut aller faire l'allemand pour quelle raison, s'il vous plaît?
Pourquoi? Pour parce les impôts? Parce qu'il joue en Allemagne depuis. Il joue là-bas. Il joue là-bas. Mais c'est pas une bonne idée de faire l'allemand quand on est français. Merci Mickaël, merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité cette semaine dans Preuve par 3. Cette phrase-là va me valoir toutes sortes d'ennuis. possible. Mais je prépare un pamphlet sur le sujet. Je commence ma pub, ma promo. Merci d'avoir été notre invité. Très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat. La semaine prochaine, c'est Emmanuelle Coff, la patronne des Verts, qui sera notre invitée.